On a récupéré après tous les mots-clés qui étaient en première page de Google, d'accord? On a viré tous ceux qui étaient au-delà de la première page. On a viré toutes les marques. On voulait que des mots-clés génériques. On a regardé le nombre d'impressions que ça faisait. Parce qu'un mot-clé qui est positionné en 12e place, le nombre d'impressions est très faible parce qu'ils vont pas, personne va sur la deuxième page. On a regardé le nombre d'impressions et on les a comparés avec les données de Google AdWords. Il y a 50% AdWords raconte de la merde. Quand je te dis de raconte de la merde, des fois c'est indiqué 0, alors que nous on voit que ça fait 10 000 impressions par jour. Mais on étudie beaucoup en fait les SERP américaines en soumettant des listes de mots-clés. Beaucoup de clients nous disent à quoi s'attendre. Et ben nous on prend en fait les audits sémantiques, on leur prépare, on traduit les mots en anglais, on les balance dans les SERP américaines. Et déjà on peut leur faire un premier rapport en disant vous avez tous ces mots-clés là pour l'instant, la SGE ne remonte pas, mais par contre vous avez tout cela, la SGE remonte. Toutes les pages de filtres, toutes les pages de facettes. Si vous n'avez pas ces pages de filtres et de facettes développées et travaillées, vous ne remonterez jamais. Vous êtes peut-être premier sur le canapé, et ben si vous n'avez pas la canapé bleue, vous ne remonterez pas. Et ça c'est un vrai sujet en 2024, c'est que les e-commerçants, il faut absolument qu'ils travaillent le sujet des facettes. Donc c'est des requêtes multi-intentionnelles. Et répondre par une page de listing qui ne présente que du transact, pour moi c'est une erreur. D'ailleurs aujourd'hui avec mes clients, ce que je leur dis pour créer des pages de listing qui fonctionnent bien, c'est des pages de hub. C'est-à-dire quoi une page de hub? C'est-à-dire que quand tu arrives sur ta page de listing, le premier truc que tu as en haut, c'est un menu navigationnel qui te présente des pictos des différents styles de canapé. Après, ok, tu as ta page de listing, mais dans la page de listing, je vais mettre une vignette guide. Comment choisir son canapé d'angle? Parce que comme ça, le mec il arrive, il a du navigationnel à canapé d'angle, mais oui, mais en fait j'ai oublié de dire que je voulais un convertible, donc il pourra cliquer tout de suite sur un élément du menu qui l'amène vers du convertible, le fameux picto. Ah, mais en fait je voulais un guide. Ah bah super, viens chez moi, parce qu'en plus j'ai une vignette spéciale guide, comment choisir son canapé. Je voulais des avis, bah t'inquiète, j'ai aussi un onglet spécial avis. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Position 0. On continue, on lâche pas, on est sur la dernière ligne droite là, parce qu'il nous reste plus que 3 épisodes à enregistrer. Exact. Et on aura terminé cette grosse semaine. Rebonjour Lucas, comment vas-tu après ce petit repas? Écoute, ça va très bien. Oui, plutôt un repas léger, tu vois, pour garder l'énergie, parce que sinon si t'es dans la digestion, plein de podcasts, t'as pas l'énergie qu'il faut, donc c'est vrai, voilà. c'est vrai. Là je suis juste bien. C'est vrai, c'est parfait. Et nous avons un invité d'exception encore aujourd'hui qui a mangé d'ailleurs avec nous ce midi. Mathieu, salut. Comment tu vas? Ça va bien. Moi j'ai peut-être pris le café gourmand qui n'allait pas. C'est vrai que le café gourmand, plus lourd. Il était costaud le café gourmand. Pour rappel, on est à Châtillon d'ailleurs actuellement dans nos locaux et on a découvert la ville. Moi je connaissais pas du tout Châtillon et c'est vrai qu'il y a des coins sympas. Et puis la ville est très sympa. On a testé tous les restos là. Exactement. Petite dédicace au restaurant indien qui est super bon. On le mettra pas dans la description, mais si vous passez à Châtillon, il est sponsor de ce podcast. Pour revenir à l'invité du jour, Mathieu Chapon. Très grand monsieur. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu es né le 2 octobre 1981. On a l'habitude de présenter la date de naissance et de trouver une personne du coup qui est née sur exactement la même date que toi. Et tu es né exactement au même moment que Mohamed Ali. Waouh, la classe. C'est beau. C'est la classe. C'est beau, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'évoques ce personnage? Un combattant, quelqu'un qui a marqué l'histoire. Voilà, j'espère que je marquerai au moins l'histoire de mes enfants. On te le souhaite. Ça, c'est ce que tu as fait. C'est sûr qu'ils doivent être fiers de toi. Tu as fait beaucoup de choses. Nous, on a pris notre petite note. Tu as cofondé l'agence Pick Ace, donc anciennement Search for Site. Tu me diras si je me trompe dans les termes. Alors, pour eux, papa travaille dans l'informatique, c'est déjà pas mal. Même si maintenant, je le branche un peu sur ChatGPT, je lui parle un peu de mon métier, mais pour lui, je travaille pour Google, quoi. Mais donc on a fondé Search for Site il y a 11 ans maintenant. C'était une histoire incroyable parce qu'on a démarré à deux avec Philippe Yonnet, qui est connu dans la communauté pour avoir entre autres cofondé le SEO Camp. Mais voilà, on a fondé ça il y a 11 ans à deux. On s'est tout de suite associé à un groupe qui s'appelait d'ailleurs MyMedia à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui HeroX. Et puis de 2, on est passé à 60 et même maintenant aujourd'hui 200. Alors, c'est énorme. En trichant un peu, on a fait de la croissance externe en rachetant d'abord Synaudience à Nantes, où ils étaient à peu près une quarantaine. Et puis les Allemands, alors je le dis haut et fort parce que les gens ont encore le doute, mais on a racheté les Allemands. C'est pas les Allemands qui nous ont rachetés, mais ces Allemands, ils s'appelaient Pick Ace, ils sont 150.
Et on a décidé de prendre leur nom parce qu'au niveau européen, ils étaient beaucoup plus connus que nous et on a la volonté de se déployer à l'international et d'ouvrir des agences. Donc, on s'est développé en France, on a racheté du coup l'agence allemande, on s'est lancé en Espagne et puis on veut continuer comme ça un peu dans plusieurs pays, plusieurs territoires. Pour l'instant, l'Europe, on verra ce que nous réserve l'avenir. On a envie d'y aller tranquillement, mais sûrement de progressivement se développer. Super. Et vous fêtez vos 12 ans. Et on fête nos 12 ans. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est annoncé comme ça fait vraiment 12 années. C'est une période assez longue, mais en fait, c'est passé à une vitesse incroyable. Toutes les années ont toutes été riches en histoire, riches en événements assez importants. Quand on a démarré à deux, on s'est lancé, on se demandait si ça allait fonctionner. Philippe, on se connaissait bien, on avait travaillé déjà ensemble, mais c'était mon N+2 dans l'ancienne boîte, donc je m'étais dit, truc de dingue, on va lancer une boîte tous les deux, on se connaît pas si bien que ça, mais on avait une super association, on était très complémentaires, et puis c'est quand même un communicant assez fort, donc il s'est vraiment au départ chargé de tout cet aspect-là, et au fur et à mesure, j'ai pris un peu ma place, et j'ai commencé moi aussi à prendre la parole. Mais voilà, au lancement, quand t'es deux, t'es surtout deux consultants passionnés par ce qu'on fait, on était très bons dans la reco, on était très mauvais dans la vente. Je me rappelle, notre premier client qu'on a eu, c'était quand même Louis Vuitton. Ok. On gérait je gérais tous les sites au niveau international. On est rentré dans un AO, on était deux. Donc, en général, dans les AO, les achats. Appel d'offres. Appel d'offres, ouais, pardon. Ils n'aiment pas trop les petites agences, ils ont peur que ça soit un peu fébrile et fragile. Mais heureusement, on était associé au groupe auquel on avait monté l'agence, donc ça allait un peu mieux. Mais quand on est arrivé, voilà. Philippe faisait un peu le commercial tout en étant un excellent consultant. Moi, je faisais surtout le consultant. Et puis, on a fait une proposition et on a gagné. On a été les premiers étonnés d'avoir gagné parce qu'en face de nous, il y avait toutes les agences du marché qui étaient présentes. Mais en fait, après, en discutant avec les clients, on a compris. On a gagné parce que déjà, on tenait à peu près la route, mais surtout, on était 50% moins cher que les autres. Ah oui, ouais. Parce que nous, on faisait quasiment en prix coûtant. Ouais. Voilà, donc ça, on l'a compris. On savait pas vendre et on savait pas correctement bien dimensionner les choses. Donc on s'est un peu brûlé les ailes la première année. Mais pour vous dire, ça fait 12 ans que Louis Vuitton est notre client. Ouais. On l'a beaucoup développé et il apprécie plutôt ce qu'on fait. Bravo. Donc on s'est rattrapé, en tout cas, sur la rentabilité du projet. Sur 12 années, ça va. On a commencé un peu à bien gérer le truc. Génial. Bravo. Bravo. Et c'est d'autant plus intéressant et marrant à la fois parce que tu étais destiné de base, toi, à travailler dans le domaine du tourisme d'aventure, c'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Et tu es tombé dans le SEO suite à un tremblement de terre en Indonésie, si je me trompe. Alors, tu pourrais nous en dire plus? Ouais, alors j'aime bien raconter cette histoire-là parce que au départ, j'étais pas du tout fait pour les études. Je pense pas qu'il y a tant de gens qui ont redoublé à la fois leur 6e et leur 5e, mais je veux le raconter parce que ça donne aussi l'espoir à ceux qui sont aujourd'hui un peu paumés dans leurs études, qui savent pas trop quoi faire. Ce que je sais, c'est que moi, je peux paraître assez calme comme ça, mais je suis un hyperactif, j'ai besoin de faire tout le temps beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, penser à plein de choses en même temps, avoir plein de projets. Et le SEO, je trouve que c'est vraiment le métier parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. L'avantage du SEO, c'est que vous ne faites jamais la même chose. Ça change tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures. Et vous êtes face en plus à un moteur de recherche qui rebat les cartes tous les 6 mois. Les règles, les grands principes ne changent pas, mais quand même, on a des règles qui changent très régulièrement, des nouveautés. On a la SGE qui va arriver ou qui est déjà peut-être arrivé à la sortie de ce podcast. On a l'IA qui rebat les cartes, on a des mises à jour perpétuelles. Faut être étudiant toute sa vie. Faut être étudiant toute sa vie. Faut être humble parce qu'on a beau avoir de l'expérience, il y a des choses qui peuvent encore nous étonner. On apprend encore beaucoup de choses aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un métier qui est passionnant. Moi, je suis tombé dedans complètement par hasard. Collège compliqué. Lycée, je commence à trouver une voie dans un lycée agricole, donc on est quand même encore très loin du SEO, mais j'aimais moi les espaces naturels, et je me disais que le lycée agricole, avec une approche un peu sur l'environnement, sur l'agriculture, ça touchait un peu du bout des doigts de ce que je voulais faire. De toute façon, je ne savais pas ce que je voulais faire, jusqu'à 25 ans, j'avais pas d'idée. Et puis après, je me suis dirigé vers un BTS, gestion et des espaces... À 25 ans, c'est ça? Alors pas à 25 ans, pardon. Ok. Je veux dire, jusqu'à 25 ans, j'ai pas su ce que je voulais faire. D'accord, ok. Et après le collège, après le lycée, après le collège, je me suis retrouvé dans un lycée agricole. J'ai suivi un parcours général. Et puis, en fait, j'ai commencé un peu à prendre goût et à comprendre que, en fait, l'école, c'est bien sûr, tu t'y plais pas, mais il faut quand même y passer par là pour avoir un métier qui te plaise par la suite. Et j'ai suivi pas tellement une idée de métier, mais j'ai suivi mes envies. Donc, j'ai fait un BTS
la gestion et la protection des espaces naturels. Mhm. Et après, j'ai fait un IUP avec une spécialité sport de nature. Et c'est là que je me suis retrouvé à faire un stage à l'autre bout du monde. Je suis parti en Indonésie pour faire un stage pendant 6 mois. Et je suis arrivé au bout de 2 mois en Indonésie. T'avais Énorme. quel âge là à ce moment-là? Là, j'avais déjà 22. Je Ok, pense, ouais. de 21 à 22. Et je me retrouve en Indonésie. J'étais dans une agence de voyage spéciale trek, à grimper les volcans, à marcher dans les rizières. J'arrive en avril. En mai, énorme tremblement de terre dans la ville où j'étais. Il y avait 10 000 morts. Et donc, saison touristique foutue parce que tous les gens se disent non, on va pas aller en Indonésie, c'est trop dangereux. On est passé sur TF1, tout le monde voyait les images d'une ville détruite, alors qu'en réalité, pas du tout. En fait, quand tu as 10 000 morts, c'est très triste, mais quand tu as 1 million d'habitants, bah, tu sais que c'est assez peu en fait, par rapport à l'intensité qu'on a vécue. Tu l'as vécu comment, toi, d'ailleurs, ça? Alors, moi, j'étais en pleine expédition sur un volcan en éruption. Et avec un guide et un volcanologue, et à ce moment-là, le volcan a plus explosé que d'habitude. Donc on était très étonnés, mais on a été très attirés par l'explosion et pas du tout par le tremblement de terre sous nos pieds. Tu es sur le volcan, il explose, c'est le volcan qui fait trembler la terre. Et en fait, quand on est redescendu de la montagne, on a reçu des notifications en nous annonçant qu'il y avait eu un tremblement de terre très fort. Les clients qui étaient avec nous, devaient repartir en France. L'aéroport était détruit. Donc ils sont restés avec nous, on les a accompagnés, etc. Tout ça pour raconter quoi? C'est que comme la saison était fichue, mon directeur d'agence m'a dit, Mathieu, il faut qu'on essaie de récupérer tout le peu de clients qui veulent venir en Indonésie. Et on avait un petit site d'agence touristique, pas très bon en SEO, pas très visible, avec une petite notoriété, mais en tout cas, il fallait qu'on réussisse à faire du gros hacking pour capter tous les gens intéressés. Donc j'ai spammé le routard, j'ai spammé les forums, j'ai spammé Facebook, j'ai spammé énormément de choses. Et puis en fait, j'ai un peu appris le SEO sur le tas parce que je me suis dit, bah, le site, il est pas bon sur Trek Indonésie, Trek Volcan Indonésie. Donc j'ai commencé à travailler sur le référencement. Mon directeur m'a dit, écoute, après ton stage, tu vas rester avec nous. Je lui ai dit, ouais, mais j'ai qu'un Master 1, je voudrais bien avoir un Master 2. Je suis rentré à Clermont-Ferrand, qui n'était pas du tout ma ville d'adoption, mais qui était là où il y avait un Master 2 en référencement, qui je crois... Je savais même pas que ça existait, le Master 2. Il a disparu depuis. Ouais. C'est terrible, il a disparu depuis, mais... C'était un master qui était ça, entre autres encadré par un des responsables d'une agence qui s'appelle Référencement Manuel. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Voilà, ils m'ont un peu mis le pied à l'étrier. Et puis surtout, ils ont fait un truc d'enfer, c'est qu'ils ont organisé un concours de référencement au sein de tous les élèves de la promo. Et je me suis pris au jeu. J'ai fait des trucs de dingue dans ce concours. C'était un concours il y a 15 ans, hein, donc c'était plus tout à fait les mêmes règles. Tu vois. Mais on a lancé tous notre site et on devait se positionner sur un mot-clé inventé. Il y avait 0 résultat au départ. Et j'ai tout fait, j'ai spammé, j'ai acheté des liens en Inde, j'ai copié-collé le site d'une des candidates qui s'appelle Sophie, qui est d'ailleurs la SEO de Showsport maintenant. J'ai copié son site pour me dire, bah, si elle arrive à bien se positionner, je vais peut-être réussir à mieux me positionner si je copie et j'améliore le contenu. Résultat, je me suis fait engueuler par le responsable du concours qui a dit non Mathieu, il n'y a pas le droit de copier. Donc du coup, j'ai refait un nouveau site, tout ça sur une période de 3 mois. J'ai acheté des liens, enfin, je me suis fait dézinguer de Google et une semaine avant le résultat du concours, je suis remonté en 2e place juste derrière elle. Elle avait réussi à choper un lien de PR7. Alors pour la petite histoire, les liens avant, ils étaient notés de 1 à 10. De PR, PageRank. De PageRank 7. Il y avait un outil gratuit, il me semble, de Google qui te permettait de mettre une page et d'avoir la toolbar. Pour les plus anciens qui ont connu, ça aidait à évaluer la qualité d'une page et d'un site. Et donc, tu as commencé un peu le SEO vers 24-25 ans, c'est ça? Ouais, et donc en fait, je l'avais vraiment fait pour m'occuper après du site de l'agence en Indonésie. Je suis reparti en Indonésie pour y vivre quasiment pendant 1 an. Et au bout d'1 an, en fait, je me suis posé la question de me dire, voilà, pour plein de sujets différents, je suis tombé malade, assez gravement malade en Indonésie. J'ai eu le palu, qui est pas... Non, j'ai pas eu le palu, j'ai eu la dengue, je confonds toujours, qui n'est pas une maladie si grave que ça, mais moi, au niveau de la défense militaire, ça a été un peu violent. Ça peut te tuer pendant 1 mois, ça, hein, la dengue. Ça m'a tué pendant 15 jours, et ça aurait pu me tuer tout court, parce que j'étais au niveau des... Bon, pour la petite histoire, en gros, ça descend le niveau de défense militaire et j'étais tellement bas qu'un rhume aurait pu me tuer. Ah ouais, ok. Ouais, t'as du mal à tenir debout. À La Réunion, il y a beaucoup la dingue et plein de potes qui l'ont eu. Tu galères à tenir debout. Tu dois rester focus pour être debout. T'es couché 1 mois. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, j'étais dans un hôpital en Indonésie. C'est pas les mêmes conditions qu'en France, même si c'était vraiment très très bien. J'étais très bien géré, mais le palu, tu peux rien faire. Juste t'hydrater et attendre que ça passe. Et moi, j'avais des Indonésiens, ils buvaient du jus de goyave, qui était la recette un peu locale pour s'en sortir. Il restait 5 jours, moi je suis resté 15 jours, j'étais à plat.
Et ce qui a été terrible, c'est la médecin qui est venue me voir en me disant Mathieu, franchement, elle m'a pas dit Mathieu, Faut boire du jus de franchement, goyave. elle m'a dit si ça continue comme ça, c'est hyper grave, tu pourras avoir des hémorragies Ah ouais. externes, etc. Mmh. Et donc je me suis mis à boire du jus de goyave parce que je ne supporte plus aujourd'hui le jus de goyave. J'ai Ah ouais. en horreur. Ouais. J'en ai bu pendant une semaine à m'en faire vomir. Ok, ouais. Et je m'en suis sorti. Et partant de là, je me suis dit bah écoute, rentre en France, on va voir comment ça se passe. Je suis arrivé à Paris, j'avais soit un profil de mec qui pouvait gérer des produits des produits de séjour en Indonésie. Mm. Voilà, donc il y a 20 agences grosso modo qui ont leur propre chef de produits à Paris. Donc il y a 20 places. Il y a 20 places de mecs qui ont déjà 30 ans, donc il n'y a pas de place parce que personne ne veut libérer son poste. Ou alors SEO. Et là, SEO, bah, j'ai postulé à 2-3 agences et les mecs, il y a 15 ans, m'ont dit ouais, t'as beaucoup d'expérience, ça nous intéresse. J'avais pas une expérience de fou, mais c'était assez peu connu et développé. Et donc j'ai commencé chez Takezo, une agence qui était dans le groupe Dentsu. Après, je suis monté chez Apposition. Alors un petit point sur Apposition, c'est une agence qui était une agence technique qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle a été absorbée par iProspect après. Mais c'était une agence incroyable. Franchement, j'ai fait mes écoles là-bas. Ils ont inventé l'analyse de log croisée avec le crawl. Les fondateurs de Botify, c'est des anciens d'Apposition. Okay. Ils ont inventé SMrush. On avait un SMrush monté il y a 20 ans qui faisait exactement le même taf. Vous utilisiez en interne du coup ou... Tout en interne. Il y avait un culte du secret qui était incroyable parce qu'en fait, ils ne voulaient pas communiquer dessus. On chopait des clients beaucoup par bouche à oreille. C'est l'agence qui a géré Price Ministère, qui a géré que des gros sites. C'était une des premières agences aussi qui a mis en régie leurs consultants avec à disposition tous les outils. C'était une agence qui était vraiment incroyable, une école folle. Pour la petite histoire, hein, quand on lançait un crawl, on n'avait pas une interface, c'était tout en ligne de commande, on appelait des batchs et on lançait des processus. Moi, j'ai découvert ça, je venais du marketing, du sport, je ne connaissais rien à l'informatique. Première mission, ils m'ont mis sur un site qui s'appelle Hello Pro, 7 millions de pages. Mathieu, il faut que tu fasses un audit de log plus crawl, vas-y quoi. T'as 2 mois. Voilà, bah, j'y allais tous les week-ends au bureau, je ne savais pas le gérer. Et quand je venais le week-end, il y avait les fondateurs qui étaient aussi là-bas en train de bosser parce que c'était des fondateurs passionnés par ce qu'ils faisaient. On faisait des parties de baby-foot le midi, le samedi, tu vois, alors qu'on devait bosser et nos femmes qui gueulaient parce qu'on rentrait tard et qu'on n'était pas là le week-end. Et moi, j'étais là depuis 3 mois, il fallait que je fasse mes preuves et donc j'ai beaucoup appris avec eux, quoi. Très clair. Très cool. J'ai essayé d'être cool. Je pense qu'on a déjà répondu d'ailleurs au premier format qui est comment tu es tombé dans la les marmite, SEO, comment tu es tombé dans les SEO. Je pense pas forcément besoin de l'annoncer parce que tu l'as très bien résumé. Je te propose qu'on passe directement au second format qui est il y a juste une petite info en le plus, pain sur la planche. Je te laisse annoncer la petite info. Et il y a aussi le fait que c'est toi qui as créé la formation SEO e-commerce de Formaseo, donc qui était, je pense même une des premières formations vraiment dédiées e-commerce à l'époque. Ouais, tout à fait. Ouais. À l'époque, écoute, c'était avant le Covid. Ouais. Et qui a été créé à l'époque par Abondance, donc le média SEO, et qui maintenant appartient à l'agence qui a été repris par l'agence Cozy. Et on a invité Laura Blanchard, une des fondatrices. On mettra le lien dans la description. Voilà, dans la description. Voilà, on la salue. Et du coup, je me permets de lancer un petit jingle. Du SEO, comment tu es tombé dans le SEO? Tu nous l'as raconté, merci beaucoup. Et du coup, on a décidé de le sauter avec Tom d'un petit commun accord, petit échange. Et du coup, on va lancer tout de suite le pain sur la planche. Donc, le concept du pain sur la planche, c'est de savoir un petit peu plus ce que tu fais de tes journées. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, une journée, entre guillemets, type, qu'est-ce que c'est pour toi? Ouais, alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis directeur de l'innovation de Pcase. Ça consiste en quoi? En gros, je m'occupe de toute la partie veille, métier, d'essayer de comprendre, déjà d'étudier un peu tous les outils qui existent sur le marché et puis d'inventer aussi les outils qui n'existent pas et que nous, on aurait besoin au quotidien. Donc depuis 5 ans, on a monté une petite cellule d'innovation. On a des data scientists, on a une doctorante, on a aussi maintenant des gens qui font de l'IA et du no-code. Et on a créé à peu près 5 outils qui fonctionnent très très bien et qui nous ont permis aussi de nous redorer un peu le blason parce que quand tu te présentes en appel d'offres et que tu présentes toujours les audits techniques, sémantique, netlinking, tu as du mal à te distinguer par rapport aux autres. Et ces outils-là ont vraiment apporté aussi une autre valeur ajoutée. C'est des outils qui n'existent pas sur le marché. Aujourd'hui, d'ailleurs, on pense les lancer en SaaS en 2024, un petit instant promo. Et puis surtout, en fait, pourquoi on les lance? Parce qu'il y a plein
de consultants qui étaient chez nous, qui sont partis chez l'annonceur et qui nous disent il nous manque ces outils où il n'y aurait pas possibilité de pouvoir nous les mettre à disposition. Donc c'est ce qu'on a fait et on s'est dit on va peut-être aussi en faire profiter tout le monde. Et aujourd'hui, ces outils sont libres, open source, il y en a qui ont été supprimés, il y en a où tout est en interne, comment ça se passe? Tout est en interne pour l'instant. Tout est en interne. Il y a un ok. SaaS et donc on donne ça à accès à certains de nos clients qui achètent entre guillemets cette fameuse licence. Mais voilà, tu vois, par exemple, il y a longtemps, on a travaillé avec l'outil qui s'appelait Ranks, qui permettait de soumettre des listes de mots-clés, de récupérer les volumes de recherche, les positions, des 100 premiers résultats, etc. Mais nous, il nous manquait plein d'autres trucs. Il nous manquait aussi le scrap, des recherches associées, des suggestes, de toutes les PA, d'avoir un début de catégorisation de ces mots-clés. Parce que quand on soumet 10 000 et qu'ils ne sont pas catégorisés, c'est une tannée. Ouais. Donc aujourd'hui, avec l'IA et même avant avec des systèmes d'algorithmique, de sémantique, on peut essayer de les classer, de les catégoriser. Mais bref, pour revenir à ma journée, en gros, les lundis, j'ai Comex avec les gens du groupe. Je fais aussi mes réunions avec les équipes de Lino et je fais aussi quelques points avec les responsables métiers qu'on a dans les différentes agences pour essayer de parler un peu de qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Et tout au long de la semaine, j'ai pas un jour qui se ressemble, ce qui fait que mon métier, je l'adore, il me passionne au quotidien. Mais je peux aussi bien remonter sur des appels d'offres avec les commerciaux pour les aider un peu à travailler la proposition, essayer d'étudier, trouver la petite pépite qui fera la différence. On travaille beaucoup en ce moment sur l'IA, sur le low-code et sur tous ces projets d'automatisation. Ça fait à peu près depuis septembre qu'on a lancé le projet d'automatiser un maximum de tâches qu'on a en interne. Donc, ça demande à prendre le brief de tous les services, de leur demander ce qu'ils ont besoin de faire, qu'est-ce qu'ils font le plus et qui prend le plus de temps, qui apporte pas de valeur ajoutée. Et donc, moi, je pilote un peu les équipes pour qu'on puisse trouver les meilleurs scénarios, les meilleures solutions. Et voilà, on crée des scénarios d'automatisation. Donc, c'est vrai que j'ai un métier qui se transforme un peu parce que je reste toujours à fond sur le SEO, mais j'essaye de rajouter cette brique IA et automatisation. Puisqu'il faut savoir, c'est que depuis mars-avril 2023, on a des clients, il n'y a pas un jour où ils ne nous demandent pas est-ce que je ne peux pas automatiser ce que je fais au quotidien. Pour vous donner des exemples, j'ai des sites qui me disent on voudrait bien voir l'ensemble de nos titles, de nos métadescriptions et de nos H1, de toutes nos pages. Et j'aimerais que vous puissiez faire une analyse des 10 premiers sur les requêtes et de me dire pourquoi nous, on n'est pas premiers et comment on peut essayer de trouver une métadesk ou un title qui soit plus accrocheur et qu'on améliore notre CTR. Donc on va étudier leurs demandes et on va essayer du coup d'aspirer tout le contenu et traiter chacune des pages et essayer de construire le meilleur title métadescription en regardant les 10 premiers sur les pages de résultats de Google. Okay. On propose ça, on a des clients qui nous disent, ça c'est un peu classique et je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, tout le monde le fait, mais d'enrichir les pages de fiches produits des e-commerce, le travail est phénoménal. Il y a un autre client avec qui on va faire une intervention au SMX. Alors cette intervention sera déjà passée parce que c'est en mars 2024 le SMX. Exactement. Mais on aura parlé du coup d'un processus. Quand on a un gros site e-commerce et qu'on veut se lancer on veut lancer une marketplace, parfois on reçoit des flux produits, les produits ne sont pas très bien catégorisés, il n'y a pas tellement de descriptifs. Nous, on l'injecte dans notre base de données, on va faire une requête, on ne tombe pas forcément avec un listing qui correspond bien aux produits affichés. Et donc, on a utilisé l'IA pour retraiter toute la base de données et mieux ranger les produits dans les différentes catégories. Okay, super. Donc vraiment, ça nous ouvre un autre champ des possibles. C'est vrai que parfois, on sort un peu du spectre SEO, mais le SEO, c'est un moyen d'avoir un résultat et de faire un chiffre. Donc nous, on est vraiment là, c'est un peu notre leitmotiv. On dit à nos clients, quand vous achetez chez nous des audits du temps, c'est vrai que c'est nous qui vous imposions le fait de rentrer dans les cases. Mais je sais que vous venez pas pour avoir un audit SEO, vous venez pour avoir plus de résultats, plus de visibilité. Donc souvent, ce qui perturbe nos consultants quand ils viennent chez nous, qu'il ait 1 année ou 10 ans d'expérience, il est toujours un peu perturbé par rapport à la manière dont on est organisé. Pourquoi ? Parce que quand ils viennent chez nous, ils nous disent voilà, c'est comment ça se passe une mission, je vois qu'il y a des audits, je vois qu'il y a du temps passé, je vois qu'il y a des outils. Nous, on leur dit, c'est assez simple, tu sais, ton client, quand il vient te voir, nous, on lui propose de passer par la case audit, jour homme, temps d'accompagnement. Mais en réalité, ce qu'il veut, lui, c'est des résultats. Et toi, si tu dis, moi, je pense que pour donner le résultat au client, il faut que j'aille chez le client, je fasse une formation en CDEV, il faut que j'aille dans son copil ou son COMEX, et je défends avec lui les sujets. Si c'est ça pour toi l'essentiel pour faire avancer les sujets, vas-y, fonce. On te reprochera jamais de prendre un billet de train pour aller voir ton client, de passer du temps chez lui. Voilà. Nous, on a, dans notre activité, on a une grosse partie régie, on a quand même 15 consultants qui sont en régie chez les clients.
Ok. Ce qui fait d'ailleurs, des fois, les gens qui passent chez nous, ils ont l'impression que les bureaux sont vides, mais on a beaucoup de Ils gens sont qui ouais, sont chez les clients. chez l'annonce. Ouais. Et- En régie, ça veut dire vraiment Ouais, qui passent in-house, sous- quoi. Voilà, Mm. voilà, qui sont Voilà. presque Ouais, pas Passe employés. 1 à 5 jours chez le client, ils sont hébergés chez le client, ils travaillent directement avec les équipes. C'est un bon C'est moyen. cool, ça. Ouais, C'est c'est un bon ça. moyen pour un consultant qui est 100% consultant agence de passer chez Annonceur et de se dire, avant de passer chez Annonceur, je vais essayer d'abord la régie. Je vais voir si ça me plaît d'être pour un seul client, de voir toujours les mêmes gens. S'imprégner, c'est Ouais, vrai, de c'est- comprendre. Ouais. Moi, je suis un enfant du SEO régie parce qu'avant de monter mon agence, j'ai fait 3 ans chez SFR, 1 an chez Orange et 9 mois chez France TV en régie. Et franchement, ça m'a développé d'autres soft skills de comment je gère un groupe, comment je gère une équipe, une mission, comment je défends mes sujets auprès d'une direction. Quand tu es en régie, tu es full pour un client. Quoi. Du coup, quand tu disais l'exemple de SFR, c'est ça, tu n'avais personne d'autre. Quoi. Tu faisais full SFR. Full SFR. Alors après, du coup, ça m'a aussi fait comprendre que chez Annonceur, alors je regretterais peut-être un jour de dire ça, mais je me vois pas chez Annonceur. Ça va faire presque 20 ans que je fais des SEO, ça fait 20 ans que je fais du SEO en agence, et j'aime ça, parce que le matin, je vais bosser sur tel sujet, l'après-midi, c'est un autre client, une autre problématique, le soir, pareil, je fais des réunions avec des gens qui maîtrisent le SEO dans l'agence, donc on s'échange des idées, on partage, etc. Voilà, c'est un super moyen de challenger tes strats. Ouais, je veux pas jeter la pierre, mais je trouve qu'il y a certains SEO, quand ils sont partis chez l'annonceur, ils passent beaucoup de temps en réunion, ils passent beaucoup de temps du coup à défendre leur sujet et ils oublient l'expertise. Et moi, je suis quand même, il n'y en a pas beaucoup des fondateurs d'agences SEO qui sont restés consultants. Il faut quand même dire, des fois, je le dis, ça fait un peu étrange, mais je suis un fondateur qui passe quand même 1 jour par semaine en régie chez un de nos clients. D'accord. Un client historique qui me demande à ce que ce soit moi qui soit en régie. Mais voilà, je pense pas qu'il y en a beaucoup. C'est qui ce client? C'est SFR. Ok, c'est énorme. Ouais, ça fait 7 ans qu'on bosse pour. Non, mais l'anecdote est folle, je trouve. Et donc, dans les agences, tu as des fondateurs, c'est des commerciaux, c'est des comptables, c'est des dirigeants. Moi, je suis un fondateur consultant parce que j'aime avant tout ce que je fais, quoi. C'est vrai que quand tu es chez l'annonceur, une grosse partie de ton travail, et ça on en a beaucoup parlé dans la saison 1, c'est de l'évangélisation en fait. C'est expliquer, et ça on n'en parle jamais d'ailleurs, il faut en être conscient quand tu vas travailler chez l'annonceur, que une grosse partie de ton travail c'est de faire des réunions, d'expliquer aux gens pourquoi le SEO ça a une importance, pourquoi sur ton produit il va falloir faire du SEO. Là où effectivement en agence ou même en consultant, en fait tu vas gérer plein de sujets, tu vas pas que gérer des sujets SEO, potentiellement aussi, tu peux gérer des sujets d'entrepreneuriat et autres encore. Quoi. Et leur montrer la voie, c'est ce que Rémi disait, qu'on a reçu dans la saison 1 pour Conformas. Chez l'annonceur. Exactement, c'était de montrer aux devs que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour rien, qu'il y avait un impact derrière pour le SEO et de leur montrer que ça, c'est pas juste parce qu'on te le demande, c'est que voilà, si tu fais ça, derrière, ça va attirer tant de résultats, ça va permettre à ça, derrière le marketing aura ça, et c'est lui donner vraiment la voie et une mission pour aussi le motiver dans qu'il sache qu'il ne le fait pas pour rien. Quoi. Petite anecdote, c'est un mec de chez nous qui a remplacé Rémi chez Boulanger. Ok. Donc du coup, j'ai un peu des nouvelles de Boulanger, comment ça se passe, etc. C'est très cool d'être passé derrière Rémi, de voir un peu comment il a travaillé. Génial. Qui est actuellement chez Prixely, je crois. Non. Performix. Et du coup, chez Performix, il travaille pour les marques LVMH. Ouais, LVMH. On parlait tout à l'heure en plus de Louis Vuitton. Tout à fait. Donc, mais on est toujours ceux qui sont chez Louis Vuitton. Ok. D'accord. Du coup, on va peut-être passer à... on a fait le tour. Et puis ce que je voulais juste dire, c'est par rapport à la saison 1, où les pains sur la planche étaient pour le coup vraiment liés. Tu vois, c'est différent, c'est des pains différents, parce que là, on est vraiment en mode... t'arrives au bureau et ta journée, c'est avec, tu vois, l'entreprise. C'est vrai que là, on a des profils plus entrepreneurs, donc c'est un peu plus couteau suisse, tu vois. T'as du temps avec tes équipes, ou alors quand tu crées des outils, t'as du temps avec tes devs, et c'est vraiment... Comment aussi, c'est ça qui est intéressant avec cette saison, de voir comment un entrepreneur organise aussi ses journées. J'ai malheureusement pas tout dit, mais je fais aussi énormément de veille. Je passe beaucoup de temps aussi à poster, à essayer de faire la communication de l'agence. C'est vrai qu'on le voit souvent sur LinkedIn. Ouais, je rejoins aussi ce que faisaient les consultants. J'ai beaucoup écouté la saison 1. C'est vrai que, alors, toi, dans la saison 1, il y avait ceux qui regardaient tout de suite leur reporting dès le matin, suivaient les positions, etc. Moi, j'ai pas un client dédié. J'ai quelques clients, mais j'ai surtout, mes KPI, c'est l'agence, comment elle va, comment elle se comporte, est-ce que les équipes sont en forme le matin, est-ce que les rendez-vous, est-ce qu'on a des nouveaux clients qui arrivent, etc. C'est plutôt ces indicateurs-là que je saurais. Ok. Super intéressant. Et nous allons pouvoir passer au troisième format de ce podcast qui est le roulette du SEO. La roulette du SEO. Jingle.
C'est parti pour la roulette du SEO. Elle est juste devant nous, cette fameuse roulette toujours qui tourne toujours aussi bien, comme tu peux le voir. On va te laisser tirer au sort 3 Allez. papiers, comme pour tout le monde qui s'est prêté au jeu, de lire un par un à la caméra et d'y répondre. Alors, première question, c'est Href ou SEMrush Je dirais plus Href. Merci. J'ai été longtemps SEMrush. On l'a beaucoup utilisé, on l'utilise toujours depuis 10 ans, 11 ans. Mais c'est vrai que Href, il est peut-être moins marketé, il est peut-être plus opérationnel. Mais enfin, vous savez, le problème, c'est difficile de choisir parce qu'aujourd'hui, nous, on a acheté à peu près tous les outils qui peuvent exister. En API. On a 200 000 euros de budget d'outils tous les ans. Tu vois, donc Ok. on a vraiment Ah oui. toutes les licences. T'as tout testé, quoi. Ouais. Bah, j'ai tout testé, Ouais. j'ai pas tout pris, mais on a Href, on a SEMrush, on a Majestic, on a Systrix. Big up d'ailleurs à Nicolas Demar de Systrix, voilà. Qui est l'outil préféré de Rémi Nestasio pour la petite anecdote. Tu m'aurais mis Href, SEMrush ou Systrix, je t'aurais dit Systrix. Ok. Pourquoi? Parce que Systrix, il a un gros avantage, c'est qu'il sort un indice de visibilité. Ouais. Franchement, cet indice-là, c'est une tuerie. Mm. On peut le critiquer sur comment il a été calculé, etc. Mais il donne véritablement un trend. Et je défie n'importe qui d'essayer de mesurer la visibilité d'un site et d'identifier à quel moment il a été pénalisé ou non par une mise à jour ou potentiellement qu'il a eu un problème technique. Un indice de visibilité, ça se voit direct, surtout quand il est calculé quasiment au jour le jour. Et c'est pour moi, rien que pour cet outil, enfin rien que pour cet indicateur-là, Ouais, il est super. je mets 100 balles par mois dans cette licence-là, tellement c'est utile, quoi. Et SEMrush et Href, ils sont plus sur un calcul de trafic estimé qui est discutable parce que c'est pas simple de calculer ce genre d'indicateur, mais on voit beaucoup moins les variations, on voit beaucoup moins le genre de choses, quoi. Et comment, du coup, tu les différencierais les deux? Qu'est-ce que tu trouves chez Href que tu n'as pas chez SEMrush? Qu'est-ce que tu trouves chez Systrix que tu n'as pas chez... Franchement, je regarde les deux systématiquement. SEMrush, il y a eu une histoire d'habitude, on a mis du temps à aller chez Href. Ouais. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, SEMrush, ils se font plaisir aussi en termes de tarifs. Bien sûr nous, de notre côté, on ne peut pas utiliser l'outil à 50 simultanément. Donc, on a acheté 10 licences simultanées. Des fois, on se bloque entre nous. Mais ça a un certain coût. Beaucoup de choses passent aussi en mode projet. C'est un add-on, du coup, sur le tarif, etc. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est avoir l'exhaustivité de données. Donc, on va aller prendre chez Systrix, chez SEMrush, chez Href par des API. On récupère tout. Et comme ça, on part on fait un audit sémantique, on part déjà sur vraiment beaucoup de mots-clés. Après, tu ratisses. Et en plus, si vous voulez, nous, avec les outils, on est très spécialistes. C'est-à-dire que Href et SEMrush et Systrix, c'est pour des mots-clés. La partie netlinking, ça va être plutôt Href aussi, et Majestic, tu vois. Partie crawl, ça va être du screaming, ça va être on-crawl. Voilà, on essaie de prendre le meilleur là où l'outil est le meilleur. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve beaucoup, du moins dès que tu vas commencer à travailler sur des gros sites ou que tu vas être sur une agence qui va avoir plusieurs trucs, c'est que tu as aussi besoin de temps pour faire ta veille, pour tester les différents outils, pour aller peut-être chercher quelque chose que tu trouves que sur un outil et pas sur un autre. Tu as vraiment ce besoin quand tu commences à travailler avec des sites de plus en plus grands aussi, quoi. Ouais, et puis tu as tes propres clients qui ont des SEO en interne, assez matures, qui ont aussi quelques outils. Systématiquement reviennent souvent SEMrush, par exemple, comme outil. Mais voilà, les clients, en fait, on a aussi besoin d'être très bons sur les outils parce que nos clients nous posent des questions de quel est le meilleur outil. On n'a pas de parti pris, on n'est pas sponsorisé, mais d'ailleurs, je lance un appel si vous voulez nous sponsoriser avec plaisir. Non, mais voilà, on n'a pas de parti pris, mais on essaie de trouver le meilleur outil par rapport aux besoins. Voilà, on a un besoin bien spécifique, quel est le meilleur outil qui peut y répondre. Et oui, effectivement, on prend un peu tous les outils parce que on a le budget et qu'on a envie de s'amuser, parce que le fondateur que je suis, j'ai envie de m'amuser avec des outils, j'ai envie de les faire tester aux consultants. Quand un consultant découvre un nouvel outil, on l'essaye 1 mois, 2 mois, et puis on le prend si ça nous plaît, quoi. Et sur les 5 outils internes que vous avez, donc vous avez vraiment développé en interne, qu'est-ce qu'ils font en plus? Qu'est-ce qu'ils ajoutent un peu par rapport à ces gros outils? Très rapidement, on a Keyword qui permet de faire pareil qu'un autre outil où je balance une liste de 10 000 mots-clés. Il va me récupérer les positions, le volume de recherche. Il va faire un début de catégorisation des mots-clés. Il va récupérer les PA, les suggestions. Il va récupérer les 100 premiers sites qui se positionnent sur chacun des mots-clés. Et donc, il peut te le livrer en fichier CSV ou il peut te le donner sous forme d'un tableau dans GCP, dans BigQuery pour pouvoir le réutiliser derrière dans d'autres analyses. Premier outil. Deuxième outil, on a le data sémantique, qui est une sorte d'audit sémantique un peu poussé et dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Tu mets 50 mots-clés qui définit ta thématique,
il va aller aspirer tous les sites qui se positionnent dessus et le contenu qui se trouve dans les sites pour essayer de trouver des mots-clés connexes. C'est pas Google qui te les donne, c'est les sites qui, lorsqu'ils parlent de achat voiture, on va identifier toutes les entités nommées et les mots-clés qui pourraient intéresser et liés à la requête pour venir étoffer ton étude. Et à la fin, on sort avec une étude qui va te dire là où il y a personne, là où il y a du monde. Mais surtout, il va te calculer la taille des cocons sémantiques ou de notre ami Topic Samuel, cluster. Topic cluster. Et donc, il va te dire, tu vois, sur telle thématique, toi, client, tu veux absolument être premier. Sache que les concurrents, les 3 premiers, ils ont 100 contenus sur le sujet, t'en as que 2. L'effort est énorme. Par contre, à côté de cela, tu as voiture, achat Tesla M3. Là, il n'y a personne. Ouais. Et toi, tu as quelques contenus. Franchement, tu en fais 2-3 de plus. Tu vas tout de suite sortir de meilleurs massifs. Donc, ça permet de mesurer aussi océan bleu, océan rouge, là où il y a du monde. Et toi, tu as envie d'y aller, mais tu es encore loin. Et là où il n'y a personne. Ça, c'est le DataSem. Après, on a créé aussi un outil qui s'appelle Embouche. Ça télécharge ta Search Console. Et ça va regarder sur chacune des pages si les mots-clés sur lesquels tu remontes, le mot-clé est bien dans la page. Ok. C'est tout con. Et donc, du coup, on fait des rapports à nos clients en disant écoutez, Google considère que vous êtes légitime, mais vous n'avez pas le mot dans la page. Rajoutez-le et essayez de développer un contenu supplémentaire ou juste un mot. On a Donc, des règles métiers qui font que on va te dire s'il faut que tu rajoutes juste le mot, s'il faut que tu écris un paragraphe, s'il faut que tu fasses des FAQ, parce qu'il y a des FAQ qui sont liés aux mots-clés qui sont absents. Donc tu regardes les mots-clés positionnés sur lesquels est positionné un article, tu pondères peut-être avec les positions et sur... tout le site, d'accord. Ok, on aspire toute la Search Console et on va regarder déjà si sur la page il y a les mots-clés sur lesquels tu remontes, tu fais des impressions. Mais tu n'es pas forcément bien positionné parce que tu n'as pas le mot-clé. Et là, on a un premier rapport qui dit tu es absent sur tout ça alors que Google trouve que tu es plutôt légitime mais tu n'as pas le mot dans le texte. C'est con. Ouais, c'est con. Et après, il y a des règles métiers qui définissent si tu dois, comment tu dois travailler l'expression. Très clair. Ça, c'est le 3e outil. Après, on a un 4e outil qui s'appelle le profiling, qui, depuis une API de Facebook, Insta, on va créer le persona de tes clients. Et on le crée parce que ça peut t'aider dans ton plan média, mais ça peut aussi t'aider dans la manière dont tu dois communiquer avec eux. Et par exemple, aussi sur quel site tu pourrais acheter des liens, parce que justement, tes personas les fréquentent aussi. Ça, c'est le 4e outil. On a Sonar. On a Sonar qui est un outil qui a été imaginé par Sébastien, un gars de chez nous, qui est un outil qui est très cool. Vous connaissez tous le social listening. C'est en gros, j'écoute des hashtags sur les réseaux sociaux pour me faire une idée de qu'est-ce que pensent les gens des JO. Et il va regarder tous les hashtags JO 2024 pour dire, il va analyser les sentiments, il va dire, voilà, je pense que les gens sont plutôt contents, parce que par contre, ils vont avoir peur des embouteillages, parce qu'il va y avoir une voie de bus, ça va être compliqué sur le périph'. Désolé pour ceux qui ne sont pas de Paris. Mais voilà. Et donc, nous, on a inventé le pendant web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, comment on l'a inventé cet outil? On a des gens, souvent des entrepreneurs qui nous ont dit, moi, je suis sur le secteur d'activité des volets roulants. Je voudrais prendre la parole sur les volets roulants, mais mes équipes, elles ne savent plus trop quoi raconter. Les volets roulants, ça ne change pas tous les 4 matins. Et nous, on a inventé un outil. Ça va aller aspirer tous les sites, tous les forums, tous les blogs de niche. Non, pas les réseaux sociaux. Que sur le web. Tout ce qui concerne les volets roulants. Je sais pas, tu as un mec qui a un blog qui va raconter comment il a installé son volet roulant. On va les aspirer et tous les jours, on aspire les nouvelles pages qui sont publiées sur les forums, etc. Et on va avoir, avec des outils d'algorithme, on va analyser les sentiments et détecter les signaux faibles. Alors les signaux faibles, comme nous, on fait un peu de CIR, c'est du crédit impôt recherche, on étudie un peu le sujet. Mais en gros, un signal faible, c'est un sujet qui commence à émerger, mais pas fort, tu vois. C'est un peu difficile. Et je me rappelle beaucoup d'un exemple sur un client qui est dans les accessoires de moto. Il disait, Mathieu, nous, on voudrait bien parler des accessoires. Et on sait que, par exemple, arrivé de l'hiver, les motards, ils cherchent des gants chauffants. Sauf que on ne sait pas trop comment ils expriment le besoin, on ne sait pas trop ce qu'ils racontent, etc. Et même, on sait qu'il y a des nouveaux gants que les gens vont acheter à l'étranger, peut-être qu'ils seront intéressés à les avoir en France, mais on veut que tu nous préviennes quand les gens, déjà, ils en parlent, alors souvent c'est très lié à la météo, mais 2, comment ils expriment leurs besoins pour qu'après on puisse écrire un article. Et voilà, on a détecté à quel moment ça arrivait, à quel moment la saisonnalité démarrait, et quelles étaient leurs préoccupations. Voilà, en fait, quand on achète des gants chauffants, sachez que ça vous rend les mains extrêmement sèches parce que c'est
tu mets ton gant dans un gant chauffant, c'est à la fois un peu humide, mais ça envoie de l'air chaud, donc ça assèche ta peau. Donc, qui dit gant chauffant dit crème. Enfin, tu vois, il y a toute une problématique. Et nous, on leur aura montré avec l'outil tous ces sujets qui étaient échangés sur les forums, etc. Et ils se sont dit, c'est génial, on va faire un article sur les gants chauffants. On va exprimer le fait que il y a les risques de peau sèche, etc. etc. Et ça, en plus, ça te permet, je pense, de te positionner sur des mots-clés où tu vas te dire, tu vas regarder sur les outils classiques, un peu SEMrush ou autre. Il n'y a pas de volume, mais en fait, tu es le seul dessus et c'est souvent beaucoup plus recherché que la réalité. Et puis, il y a l'association des thématiques autour du sujet principal. C'est bien de dire gants chauffants, quels sont les meilleurs gants chauffants, comment faire pour les recharger. Ouais, d'accord, mais c'est quoi les sujets que vivent les gens? C'est quoi leurs besoins du quotidien? Bah ouais, le gant chauffant, c'est super, mais en fait, tu peux acheter un gant intermédiaire qui protège la peau et tu mettras ton gant chauffant par-dessus pour que tu sois réchauffé. Ça, on l'a appris dans les forums. Aux conséquences, à tous ces éléments. Ouais, puis tu l'apprends par le retour d'expérience des gens, des forums, que tu pouvais pas avoir autrement. Et d'ailleurs, ça, c'est un super conseil pour tous les blogs d'affiliation. Là, c'est pas le sujet particulièrement, mais effectivement, il y a plein de gens qui font des articles d'affiliation qui essayent pas les produits. Et en fait, vaut mieux mettre un budget. Moi, je l'ai vu sur mon blog, sur la bière notamment. Tu mets un budget, les tireuses à bière, je les ai achetées, je les ai testées. Et tu te rends compte de trucs tout cons. Par exemple, qu'une tireuse à bière, elle est très bruyante. Mais si tu l'as pas achetée, tu vas pas t'en rendre compte. Tu te rends compte que quand tu achètes le fût, il est un petit peu difficile à placer dans le truc parce que, je sais pas, voilà. Ou que la tireuse à bière, faut pas la brancher sur une prise qui est pas visible. Ah non, un truc tout con. Et en fait, quand tu rajoutes ces infos dans tes articles, tes articles se différencient vraiment du reste et tu crées aussi de la confiance. Et là, le fait de pouvoir le faire à l'échelle un peu, avec un outil, je pense que c'est très Sur les forums aussi, tu dois avoir des sacrés... C'est un truc que j'utilise souvent, même pour des... Quand t'es pas sûr d'un mot-clé, tu vois que par exemple qu'il affiche 0 de volume sur un href ou un SEMrush, mais s'il y a des influenceurs comme ça, s'il y a des forums qui en parlent, s'il y a des gros acteurs qui sont un peu positionnés, si ça veut dire que c'est pertinent, même si on t'affiche 0 de volume de recherche. Les forums, c'est des endroits où tu as des personnes de ta cible qui H24, 7 jours sur 7 parlent de sujets. Il suffit de trier par sujet, des fois, tu mets les plus chauds, les plus commentés. Ça donne des super idées. Nous, on a fait un test il y a 3-4 ans qui était d'enfer. C'est que on a récupéré tous les mots-clés de toutes les search consoles de nos clients. Autant dire, on a récupéré presque 1 milliard de mots-clés. Bah ouais. On a récupéré après tous les mots-clés qui étaient en première page de Google. D'accord? On a viré tous ceux qui étaient au-delà de la première page. On a viré toutes les marques. On voulait que des mots-clés génériques. On a regardé le nombre d'impressions que ça faisait. Parce qu'un mot-clé qui est positionné en 12e place, le nombre d'impressions est très faible parce que personne ne va sur la 2e page. On a regardé le nombre d'impressions et on les a comparés avec les données de Google AdWords. Il y a 50% des mots, c'est juste. Il y a 50%, AdWords raconte de la merde. Quand je te dis de raconte de la merde, des fois c'est indiqué 0, alors que nous on voit que ça fait 10 000 impressions par jour. Mais quand tu as cette info, c'est incroyable. Tu montres à ton client qu'en fait, SEMrush, Ahref, tous les autres outils qui utilisent Google Keyword comme source de mots-clés, ils se plantent. Ils disent qu'il faut pas y aller, quoi. Ils te disent, c'est 0, n'y va pas, ou c'est 10, ou c'est 70. Mais du coup, en y allant, tu élimines 90% de la concurrence. Exactement. Et donc, la Search Console, je me rappelle, saison 1, vous demandiez quel était votre outil préféré. La Search Console, c'est un outil, c'est un must-have. Tu apprends tellement de choses dedans. Donc 50%, tu dis, de différence de volume d'impression, pardon. Plus ou moins grande, toi. Des fois, c'était 20 ou 30% différents. Mais des fois, il y avait vraiment des mots-clés, c'était marqué 0. On dit, putain, mais comment c'est possible? Alors, certains diront que c'est parce que Google cherche à tous nous concentrer sur le même mot-clé pour augmenter l'enchère. Moi, je pense que peut-être qu'il y a aussi... parfois une donnée qu'il ne faut pas remonter parce qu'il n'a pas eu le temps de la prendre en compte, la faire remonter. Ou alors s'il y a un effet saisonnier, pourtant ils ont de la saisonnalité dans leurs données. Mais je pense aussi qu'ils ont tellement de choses à faire entre la mise à jour des data, tenir à jour la plateforme, les nouveaux clients, qu'ils ne peuvent pas être à jour sur tout. Mais pourquoi tu donnes l'info pour beaucoup de mots-clés et pour certains tu ne le donnes pas à toi? D'un point de vue entreprise, ça serait quand même logique qu'ils amènent tous à nous concentrer sur les mêmes mots-clés. C'est clair. C'est sûr. Mais pour autant, ça montre qu'il y a des opportunités. J'avais fait un peu sur les mots-clés à 0 de volume de recherche qui sont hyper intéressants. Les poulains qui deviennent des chevaux par la suite et qui sont... des chapons. Plein d'exemples. Des chapons, exactement, par la suite. On coupera au montage. Est-ce que tu veux tirer un deuxième papier? Bon, j'ai pris la deuxième question. C'est comment tu prépares le SEO 2024? Comment je le prépare? Je regarde vraiment de près les SERP américaines, comment ça évolue les pages de résultats aux États-Unis.
C'est vrai qu'on a plusieurs choses qui nous attendent. Alors, on a bien sûr la SGE qui est déployée dans 120 pays. Peut-être que ça sera déjà déployé en France au moment où vous verrez cette vidéo. Mais on étudie beaucoup en fait les SERP américaines en soumettant des listes de mots-clés. Beaucoup de clients nous disent à quoi s'attendre. Et ben nous, on prend en fait les audits sémantiques qu'on leur prépare, on traduit les mots en anglais, on les balance dans les SERP américaines. Et déjà, on peut leur faire un premier rapport en disant bah, vous avez tous ces mots-clés-là pour l'instant, la SGE ne remonte pas, mais par contre, vous avez tout cela, la SGE remonte. Et donc, on leur dit bah, vous voyez, vous avez un certain nombre de pages. Les clients, ils veulent surtout savoir quel va être leur impact en termes de perte de trafic. Donc déjà, on peut leur dire, bah, toutes celles-ci elles vont être impactées parce que Google y répond avec une IA. Donc on peut déjà estimer à peu près à combien on est. Ça, moi, je voulais faire un point, c'est hyper important. La SGE, il faut bien avoir en tête que déjà, pour l'instant, ça ne fait pas un énorme remue-ménage dans les pays où c'est lancé, parce que c'est quand même une option qu'il faut activer sur son navigateur. On ne l'a pas par défaut, pas pour l'instant en tout cas. Et que cette option, faut être un peu geek, parce qu'il faut rentrer dans cette espèce de petit logo qu'on a sur son profil, il faut l'activer. Voilà. C'est pas encore inné. Je pense que les plus geeks, ils jouent déjà avec, mais par contre, la grande population américaine ne doit pas avoir du IA en permanence. On n'est pas à l'abri qu'un jour Google soit le mette par défaut, mais on sait aussi que potentiellement, il peut le ranger en onglet, comme le fait maintenant Bing. Ça c'est plus affiché par défaut, il faut aller dans l'onglet Bing, de conversation de Bing. Est-ce que tu as constaté d'autres choses justement sur les SERP Ouais, j'en ai fait un post d'ailleurs. C'est vrai que sur les requêtes e-commerce, Google commence à présenter les résultats avec à gauche un système de facettes pour filtrer ces résultats. Un peu comme ce qu'on a sur Shopping, mais cette fois-ci, je le présente par défaut. Et ça, ce qui est assez notable, c'est que du coup, il le présente lorsque je vais chercher un canapé. Je vais choisir la couleur bleue, il va recharger sa page et présenter tous les sites e-commerce qui ont une page canapé bleu. Toutes les pages de filtre, toutes les pages de facettes. Si vous n'avez pas ces pages de filtre et de facettes développées et travaillées, vous ne remonterez jamais. Vous êtes peut-être premier sur le canapé, et ben si vous n'avez pas la canapé bleu, vous ne remonterez pas. Et ça, c'est un vrai sujet en 2024, c'est que les e-commerçants, il faut absolument qu'ils travaillent le sujet des facettes. Je sais que c'est un sujet compliqué, je sais que c'est pas simple, parfois ça demande un développement spécifique. Mais c'est essentiel de pouvoir développer ces pages-là, de maîtriser ce développement, parce que ça peut être une vraie usine à gaz, ça peut être un spider trap, Google peut perdre beaucoup de temps dedans. C'est assez complexe. Puis même au-delà des couleurs, il y en a plein, quoi. Ouais, il y en a plein. Le prix, pas cher, Alors, la taille. Je fais encore un peu de promo, mais j'ai fait un post dédié à ce sujet-là où je partage justement un bout de ma formation format SEO. Il y a 30 minutes de vidéo qui essayent d'expliquer un maximum de choses, mais effectivement, comme tu le dis, Thomas, il faut étudier les facettes intéressantes ou non intéressantes. Il faut gérer le cycle de vie. Bah, des fois, j'ai des canapés bleus, des fois, j'en ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche une page vide. Comment je la gère derrière? Et du coup, effectivement, admettons, là, je suis un site e-commerce, je vends du mobilier de maison. Admettons, je vends des canapés, j'en ai, mais j'ai pas la couleur bleue qui, pourtant, j'ai vu qu'elle était recherchée. Et comment je ferais pour essayer d'apparaître tes canapés bleus, si tu en as quand même de temps en temps, ça peut valoir le coup de se dire que la page, je vais la garder, je vais pas la mettre en index. Tu vas la tuer, ta page, c'est dommage. Si tu as, par exemple, je sais pas, 2 mois dans l'année où tu as des canapés bleus, ce que je ferais, c'est que j'ouvrirais la page de liste. Je mettrai un contenu SEO qui parle des canapés bleus. Alors, ok, il n'y aura peut-être pas de canapé affiché, mais j'en parle. Pourquoi pas faire remonter des canapés d'une couleur proche, violet, fuchsia, etc. Et cette page-là, par contre, je ne la valoriserai pas beaucoup en maillage interne. Toi, j'essaierai pas de la masquer, mais j'essaierai de ne pas trop la mailler. Par contre, dès que le canapé bleu arrive, boum, je la maille à fond, je la fais remonter. Et voilà. Parce que à partir du moment où vous mettez en no-index, vous détachez la page de listing de votre maillage interne, elle devient orpheline, vous la bloquez dans le robot TXT, enfin c'est tout pour que le jour où vous en avez, vous n'allez pas remonter. C'est impossible de regagner la confiance de Google après ça. Et derrière, il y a une question que se posent beaucoup les e-commerçants aussi qui nous regardent, et vu qu'on parle de e-commerce, c'est le sujet. Et je pense que c'est un point clé de la plupart des e-commerçants, c'est quand voilà, on a un produit, mais il y a plein de trucs qui sont possibles. Donc par exemple, homme, femme, bleu, vert, jaune. Donc il y a la canonique effectivement dont on pourra parler éventuellement, mais qu'est-ce que tu conseillerais à un SEO qui, par exemple, on va reprendre l'exemple des canapés. J'ai des sofas, mais il y a 6 couleurs et il y a peut-être, je sais pas, 7 matières, cuir, machin. Comment je fais pour pas créer de contenu dupliqué? Comment tu t'y prendrais? Quel conseil tu donnerais à un e-commerçant débutant là-dessus? Ou pas débutant?
Je sais pas si ma question est claire. Si, parce qu'elle est très claire, mais il y a plein de sujets à aborder dedans. Tu as plusieurs sujets vraiment dans ce sujet de comment je gère les combinaisons de facettes, comment je gère tout ça. Il y a un sujet sémantique, c'est évident que de toute façon, tu vas ouvrir les requêtes qui sont recherchées par les internautes. Peut-être que AdWord, Keyword Planner ne donne pas le volume. Inspire-toi de ce que tu peux avoir à travers tes campagnes Google Ads. Inspire-toi aussi de ton moteur de recherche interne. Peut-être les gens font beaucoup la recherche de canapés bleus. Tu es connu a priori sur le marché avec ces canapés-là. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est définir les facettes que tu vas ouvrir et celles que tu vas fermer. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est très compliqué de les définir. Je veux dire, de les régler techniquement dans le site pour pas que tu puisses tout ouvrir ou tout fermer. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que vous vendez des canapés, déjà ouvrez à minima une facette, c'est-à-dire soit par couleur ou par nombre de places que ça peut servir, 2 places, 3 places, 4 places, ou par type de matière. Mais ne commencez pas à partir sur des combinaisons. C'est pas grave si vous n'avez pas le canapé convertible bleu. Vous aurez convertible et dans le texte SEO, vous mettrez peut-être que vous avez des canapés de couleur bleue. Ça permettra de remonter. Vous avez bleu, bah vous mettrez un texte SEO, vous mettrez en avant convertible. Et donc vous aurez déjà 2 pages qui pourront sortir. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ne veulent pas aller sur les facettes parce qu'ils se disent je vais rentrer dans un truc d'usine à gaz, ça va être hyper compliqué à gérer. En plus d'expérience, ce que je sais, c'est que, tu peux mettre en place des règles qui du jour au lendemain peuvent sauter parce que mise à jour, parce que refonte de site, il faut tout recréer, c'est un vrai bousin. 2, les combinaisons, si tu fais canapé bleu en tissu ou tissu en bleu, ça va faire 2 URL différentes, pourtant c'est la même définition. Donc quand on veut y aller, il faut être sûr d'y aller, il faut être sûr d'y passer du temps. Mais aujourd'hui, la plupart des sites e-commerçants, c'est 20, 30, 40% de leur trafic qui vient des pages facettes. Donc c'est fondamental. Après, il y a le sujet du search indexing qui peut être une solution alternative qu'a évoqué Rémi. Ça peut être une alternative, mais c'est toujours le même sujet, c'est que, il faut quand même avoir une bonne équipe derrière qui puisse construire les templates, créer de manière presque automatique. Tu rentres dans le nouveau mot-clé que tu as découvert dans ta base de données, boum, ça génère une page, super. Ça réécrit le title, la métadescription, le H1, l'URL, mais aussi il faut le raccrocher à tout le maillage. Si tu fais des pages search indexing et que tu les relis seulement dans un bloc de données en bas de page, c'est un peu pourri, quoi. C'est un espace qui sera peu utilisé par les internautes. Les pages d'atterrissage, elles marcheront sur les requêtes les plus longues traînes, mais ça ne sera pas hyper efficace. Moi, je suis un puriste sur beaucoup de sujets du SEO. J'ai fait un post qui avait vachement bien marché où j'avais dit toutes les choses que moi je pensais, mais que la plupart des gens de la commu pensaient le contraire. Toi. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi j'ai fait beaucoup de tests, 404, 410, il n'y a pas une réelle différence. Il y en a qui ne jurent que pas à 410. Moi je dis, fais ce que tu peux faire. Si c'est 410, tu fais 410, c'est 404. Utiliser la canonical pour gérer du piquette. Ben non, moi je fais pas ça, pas de canonical. Une page qui est en duplication, je la tue, je la bloque dans l'envoi.txt, je la fais une 301, mais la canonical c'est un gouffre à budget crawl, et en plus une canonical c'est qu'une suggestion, c'est pas une directive obligatoire pour le moteur. Donc il peut la prendre comme pas la prendre. Et en plus, quelque part, j'essaye de dire à mes clients, choisissez pas la solution de facilité en disant on crée tout et puis après on va gérer par des canonical. Non, soyons hyper stricts dès le départ. N'ouvrons que les facettes à un attribut et on verra si on ouvre la deuxième partie avec 2 attributs. Bleu plus convertible. Et typiquement, sur... mettons, là, j'ai 3 pages. Une page canapé bleu, une page canapé rouge et une page canapé vert. Comment tu évites le duplicate sans logique de canonique? Qu'est-ce que tu conseilles? Bleu, rouge, vert, c'est pas les mêmes pages du coup. Ouais, c'est plutôt convertible. Mais oui, je veux dire, effectivement, si tu as... En fait, ça sera de la sémantique assez proche, globalement. Il y a des termes qui vont changer. Oui, pour les couleurs, c'est des facettes, donc ça reste la même page. Mais les produits seront pas les mêmes, du coup. Ça dépend si tu as une fiche de produit par couleur. Je suis d'accord. Non, mais alors, il y a ce sujet-là, et puis il y a le sujet où tu as peu de produits. Toi, quand tu as 3 produits, tu te dis merde, c'est quand même con parce que moi au niveau des stocks, j'ai pas suffisamment de stock. Peut-être qu'il faut que je développe cette activité, mais pendant longtemps, je disais à mes clients, si vous avez moins de 5 produits sur vos pages listing, vous les bloquez. Vous les faites pas indexer parce qu'elles ont trop peu de contenu pour remonter. Et puis quand vous en avez beaucoup, ça fait un volume de pages de parasite un peu important. Maintenant, ce que je leur dis, c'est que vous avez moins de 5 produits, au mieux, mettez au moins un texte complémentaire de contenu SEO en bas de page comme on a l'habitude de voir. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lequel
Rémi l'avait évoqué. Je parle souvent de Rémi parce que c'est le mec un peu e-commerce C'est vrai. Ouais. dont les sujets Non, me mais parlent un c'est peu. ton pote, on a compris. Il a vu que cet épisode-là, c'est Non, mais Rémi disait, moi je crois pas trop au texte SEO sur les pages de listing. Bah, Mm. pour le coup, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord Ok. avec lui parce que en 2024, l'un des sujets qui est hyper important, c'est Tu peux rappeler une page de listing rapidement ouais, pour qu'on bah, soit voilà, sur la même en longueur e-commerce, vous avez vos pages 4, d'onde. vos pages de listing qui vont lister les produits, et puis après les fiches produits. Mm. Les pages de listing, c'est celles qui remontent souvent sur des requêtes génériques, assez courtes, et qui font souvent référence à une gamme de produits. On reprend l'exemple du canapé. Canapé d'angle. Qu'est-ce que veulent faire les gens quand ils tapent canapé d'angle? Ok, ils veulent acheter des canapés. Mais est-ce que c'est la seule intention qu'ils ont? Non. Peut-être qu'ils veulent des avis, peut-être qu'ils veulent regarder les looks des canapés, peut-être qu'ils veulent avoir un comparatif, peut-être qu'ils veulent avoir un blog qui parle des canapés. Donc c'est des requêtes multi-intentionnelles. Et répondre par une page de listing qui ne présente que du transact, pour moi, c'est une erreur. D'ailleurs, aujourd'hui, avec mes clients, ce que je leur dis pour créer des pages de listing qui fonctionnent bien, c'est des pages de hub. C'est-à-dire quoi une page de hub? C'est-à-dire que quand tu arrives sur ta page de listing, le premier truc que tu as en haut, c'est un menu navigationnel qui te présente des pictos des différents styles de canapés. Après, ok, tu as ta page de listing, mais dans la page de listing, je vais mettre une vignette guide, comment choisir son canapé d'angle. Parce que comme ça, le mec, il arrive, il a du navigationnel à canapé d'angle, mais oui, mais en fait, j'ai oublié de dire que je voulais un convertible, donc il pourra cliquer tout de suite sur un élément du menu qui l'amène vers du convertible, ces fameux pictos. Ah, mais en fait, je voulais un guide. Ah bah super, viens chez moi, parce qu'en plus, j'ai une vignette spéciale guide, comment choisir son canapé. Je voulais des avis, bah t'inquiète, j'ai aussi un onglet spécial avis. Enfin, tu vois. Et résultat, je trouve que Google, dans cette volonté toujours de vouloir mettre en avant le site qui répond le mieux à une requête, bah dans le mieux, il y a aussi la meilleure réponse intentionnelle. Est-ce qu'il répond à toutes les intentions? Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais sur ordinateur portable, si vous le tapez, a priori, c'est toujours boulanger dessus. Quand vous arrivez sur la page de boulanger, il y a des ordinateurs, il y a un système de choix de type d'ordinateur, il y a des guides, il y a des tests produits. En fait, c'est plus du tout une page de listing, c'est une hub de contenu qui t'envoie sur tous les sujets qui peuvent concerner la requête ordinateur portable. Très Ça, cool, c'est stratégique de fou. Ça. Et ben on va passer à la crème de la crème, je pense. Exactement. Comme ça, on va pouvoir finir. Mais en tout cas, il y a des trucs super intéressants. Et du coup, je vais lancer le jingle. Jingle. Parfait. Du coup, la crème de la crème, Mathieu. L'idée, c'est qu'on va te poser des questions sur tes spécialités SEO. Bon, au vu de ton expérience, c'est assez vaste. Mais voilà, on avait noté le e-commerce, l'intelligence artificielle. Et surtout, avant ça, on avait envie de te poser une question. On voulait te demander, voilà, ton agence, quand même, vous êtes passé de 2, il me semble, aujourd'hui, avec tout le groupe, vous êtes quasiment 200. Est-ce que tu peux donner les points clés pour faire croître une agence SEO? Ok. C'était Mathieu Chapeau. Non, bah écoute, les clés, je pense, c'est de s'entourer. En fait, on a eu une première difficulté au départ, c'est le recrutement. Pour la petite histoire, au départ, quand on a lancé l'agence, j'ai recruté plein de copains, des consultants SEO que j'avais connus dans d'autres agences. Et en fait, ils sont arrivés, je les connaissais par cœur. Et le problème, c'est que j'ai eu du mal à être leur manager. J'ai eu du mal à leur dire un peu leur cas de vérité des fois. Donc, c'était un peu compliqué au départ. Mais le recrutement, c'est essentiel parce que quand tu commences à grandir, je veux dire, vous êtes une équipe de 10, une personne parmi les 10, elle est essentielle. Si elle n'est pas là, si elle est malade, elle est absente, la boîte tout de suite est ralentie. On est tous des éléments hyper importants. Donc le recrutement est essentiel. La communication, je veux dire, on est sur un secteur, le SEO, c'est hyper important de communiquer, de partager et de quelque part créer un peu une communauté qui nous aime. Parce que le SEO, c'est une discussion de bouche à oreille. Tu as le directeur marketing d'accord qui va demander son SEO. Je mets qui comme agence dans mon appel d'offres? Bah, il va citer souvent ceux avec qui il a du respect, avec qui il a envie de bosser. Et nous, quelque part, on doit aussi donner envie, pas seulement à nos consultants, mais aussi à nos clients de venir bosser avec nous. Et puis, bon, bah, nous, on a pris aussi cette direction-là, c'est qu'on s'est agrandi en rachetant des agences qui étaient un peu dans le même set que nous, qui avaient un peu le même esprit, avec des gens avec qui on s'entendait bien. Et donc, on a racheté Synaudience à Nantes, puis on a racheté les Allemands. Alors, c'est une autre manière de voir les choses, les Allemands, une autre manière de travailler. Mais voilà, ça a été fondé aussi pareil par deux consultants, un en SIA, un en SEO, passionnés de ce qu'ils faisaient, très communicants et avec qui on a eu un fit très très bon dès le départ. Et du coup, toi, il y a une partie croissance externe aussi, hein, c'est ce que tu racontais, qui nous a permis de beaucoup grandir. Ouais, très vite. On a racheté Synaudience, ils étaient 40, on était 15. Donc ça faisait un peu
le petit Gaulois qui a racheté, le petit David qui a racheté le Goliath. Ok. Et vos types de clients aujourd'hui, c'est principalement du e-commerce, principalement du... Oui, sans doute beaucoup d'e-commerce, du classified aussi, beaucoup les petites annonces, pas mal de sites de marque, mais c'est vrai qu'on travaille souvent avec des clients qui ont déjà une organisation assez importante, qui n'ont pas toujours un SEO responsable en interne, mais qui ont souvent quand même, qui externalisent pas le développement de leur site, ou voilà, quand même des sociétés qui sont en pleine croissance, ou qui ont déjà une croissance assez importante. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ces clients-là ont déjà eu des petits prestats, des freelances qui les ont aidés à passer un peu, à mettre en place les basiques, mais ils veulent passer à un autre step. Et d'ailleurs, quand on a des SEO qui sont parfois donc, des annonceurs qui ont un SEO en interne, le mec, il connaît déjà bien le sujet. Donc, il veut vraiment une valeur, un step supplémentaire en termes de valeur ajoutée. Et c'est là qu'on fait souvent appel à nous. Ok, mais si vous cherchez une bonne agence, vous pouvez contacter Mathieu Chapon sur LinkedIn directement. Deuxième question. Allez, deuxième question. Donc, tu en avais parlé, effectivement. On va juste te poser une petite question sur l'IA. On en a un petit peu parlé, mais on n'est pas trop rentré dans les détails. Comment, toi, aujourd'hui, d'un point de vue SEO, tu utilises l'IA à la fois pour tes clients, mais aussi pour ton agence? Ouais. Depuis septembre, en fait, depuis l'été, on a essayé de travailler un peu le sujet, mais depuis septembre, on a développé 2 types d'offres, on va dire. D'abord, une offre en interne, c'est-à-dire qu'on essaie de vraiment travailler tous les process qui sont en interne, qui demandent beaucoup de temps aux consultants, de récupérer des mots-clés, de les agréger, de pouvoir faire des graphiques, de pouvoir faire des comptes rendus de réunion. Voilà, si vous connaissez spinach.io, super outil, tu le branches à ton team, c'est de faire un compte rendu de la réunion. Bon, déjà, tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un qui s'en occupe et tu as un truc qui est plutôt pas mal fait, même si parfois dans la réunion il dit que David a parlé alors qu'il n'y a pas David. Tu vois. J'utilisais TLDR, je sais pas si ça te parle. Ça me parle, ouais, mais je le voyais plus dans les mails, ça, non? Je crois que ça fait aussi. Pour des meetings, je sais qu'un ami l'avait utilisé, il l'avait fait tourner, c'était assez propre. Et t'en as un autre, je crois que c'est Video to Summary. Ah ouais, dans la librairie. Ouais, mais là, t'as pas besoin d'enregistrer, il suit en live. Il suit en live, ok. À la fin de la réunion, tout le monde reçoit, tous ceux qui ont participé à la réunion, ils t'envoient. Ok, c'est quoi le nom? Spinach. Spinach, ok, tu vois, je connaissais pas du tout. Voilà, donc on a étudié tous les outils d'IA qui pouvaient nous être utiles et déjà, on voulait rendre la vie des consultants un peu plus cool pour qu'ils puissent au moins toute la partie un peu chiante qu'on n'aime pas faire, que ce soit automatisé ou semi-automatisé. Et puis après, les clients, depuis avril 2023, ils passent leur temps à nous dire Mathieu, avec ChatGPT, on peut pas le faire. Ah ouais, vous voulez faire quoi? Je voudrais revoir toutes mes fiches produits, je voudrais revoir tous les métadescriptions, mes titles, je voudrais voir si je pourrais pas développer un contenu complémentaire. Là, la dernière mission en date, on a un gros assureur qui a voulu revoir tous ses textes pédagogues parce que dedans, il y a des choses qui doivent être mises à jour, il y a des textes de loi qui sont apparus, etc. Et il nous a dit comment je peux faire, sachant que moi, si je passe par une agence, que je leur demande de tout relire, il faut après que ça passe par le juridique, ça va mettre un mois, ça va prendre beaucoup de temps. On a travaillé avec lui sur un système où, je vous l'ai fait simple, mais c'était plus complexe que ça, mais il y a une IA, elle prend le contenu, elle prend le brief qui fait qu'on doit mettre à jour le contenu par rapport à ces éléments du brief, et on lui a demandé de réécrire, pas de réécrire le contenu, d'intégrer dans ce contenu sans changer le sens et sans changer les éléments de base, de rajouter ces textes de loi, ces caractéristiques. Bien sûr, c'est repassé dans son juridique à lui, mais le juridique a trouvé ça hyper clean parce qu'il a dit vous n'avez pas changé le sens, vous avez juste rajouté du complément. Et quand il te demande de le faire pour 1500 pages, tu lui dis pas de problème, et en 7 jours on va tout faire. Voilà, on a ce genre de demande-là. Bien sûr qu'on en profite en plus pour lui dire ce serait bien de rajouter un peu des mots-clés SEO, etc. Donc on en profite, tu vois. Mais aujourd'hui, on est effectivement, moi je le conçois, on est sur une frontière où on dépasse un peu le SEO, on devient un peu un service de proposition d'offres et d'automatisation AI pour que les clients aussi profitent du SEO pour en même temps utiliser des solutions IA d'automatisation et de mise à jour de leur contenu. Très clair. J'ai un autre exemple en tête, j'ai un gros e-commerçant, il veut intégrer une marketplace, il l'a déjà intégré, sauf qu'il s'est aperçu que sa marketplace... Amazon. Alors c'est pas Amazon, mais il a intégré énormément de produits et en fait c'était pas très qualifié, donc parfois quand il tape abat-jour, il va se retrouver avec des rideaux, il va se retrouver avec des canapés, tout ça quoi. Donc ils ont demandé de repasser en revue toute sa base
Et on a demandé à l'IA de vérifier le produit et de voir s'il correspond bien aux catégories qui ont été choisies. Donc on est repassé, on est repassé sur 600 000 produits. Il me dit, j'aurais fait à la main, c'était impossible, on aurait laissé tomber. L'IA, elle te fait tout automatiquement. Résultat, ces pages de liste, elles sont nickel. Alors, c'est pas du SEO directement, mais indirectement, on a rendu ces pages de listing beaucoup plus pertinentes. Avec GPT? Avec GPT, entre autres. Tu as fait un prompt où tu lui as dit... Tout est passé en API, tu vois. Ouais. Passer, sur 600 000. Donc, tu as aussi la suite Google avec Vertex, avec Gemini, tout ça. Mais avec l'IA de GPT, ce qui était intéressant, c'est qu'en prenant chaque produit un par un, on a quelque part une itération tranquille et douce qui permet d'assurer vraiment la qualité. Je ne sais pas si certains auront testé déjà Vertex, mais à date d'aujourd'hui, il est qualitatif, mais il n'est pas... On n'a pas réussi en tout cas, il n'a pas été en mesure non plus de bien qualifier toutes ces demandes et tout ce qu'on a pu lui demander de produire. Okay. D'accord, ouais. Et puis de toute façon, il y a tellement d'IA qui sortent tous les jours qu'à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes sur une IA, que tu l'exploites à fond. Tu vois, GPT, on le suit depuis 6 mois à fond, ça change tous les 4 matins. C'est clair. En ce moment, il commence à être un peu plus débile que d'habitude. Voilà, parfois il est ralenti. Avant Noël, c'était une catastrophe. Il avait tendance à vachement patiner, à avoir du mal à charger. Donc voilà, on s'adapte, mais vraiment, nous, on est hyper enthousiastes. On voit pas du tout ça comme une destruction de métier ou de valeur. On voit juste que les gens vont devoir certainement, un peu s'adapter par rapport à ça. Mais tu vois, dans le groupe aussi, on a des gens qui passent beaucoup de temps à faire de la veille et à envoyer même de la veille sectorielle à certains de nos clients. Aujourd'hui, ils ont une IA qui va sélectionner les articles, les mettre sur Notion. Il a juste à les sélectionner, à les envoyer, terminé. Ça lui prenait 1 heure, ça lui prend 5 à 10 minutes maintenant. Ouais. C'est fou quand même le gain de temps potentiel. Mais du coup, on va conclure avec la dernière petite question. Et on va revenir un peu sur le SEO e-commerce qui reste quand même ta spécialité. Ce serait dommage, une de tes spécialités, ce serait dommage de ne pas en parler. Est-ce que tu peux nous dire là en 2024, peut-être 3 actions qu'un e-commerçant doit absolument mettre en place voilà. Tout à fait. Alors on en a parlé, mais facette hyper importante. Facette, il ne faut pas y aller forcément si vous avez moins de 1000 produits, d'accord ? De créer des catégories. Moi, je fixe comme objectif aux e-commerçants de dire, grosso modo, quand vous avez 20 à 30 produits, au-delà, il faut peut-être penser à créer une sous-catégorie pour les diviser, mais ne dépassez pas 20 à 30 produits. Si vous avez une carte où il y a 100 produits et plus, c'est embêtant. Peut-être qu'il y a moyen de créer des sous-catégories, ce qui vous fera des super pages d'atterrissage qui cibleront mieux la requête. 2, le contenu. Alors oui, à l'heure de SGE, Google va commencer à de plus en plus répondre dans le Customer Journey à des étapes assez importantes. Je tape ordinateur portable, il n'y aura pas de SGE. Par contre, comparatif, avis, meilleur, pas cher, là, SGE va détruire tous les sites d'affiliés. Coucou à eux. Vous allez prendre très cher quand ça va arriver en France, que ça va être mis par défaut, parce que toutes les requêtes que vous travaillez depuis des années, la SGE va être là pour y répondre. Donc ça va être chaud. Mais le e-commerçant, lui, il a une grosse carte à jouer, c'est sûr. Il connaît très très bien ses produits, il peut donner des retours d'expérience sur ses produits, il peut faire des tests, il peut montrer beaucoup de choses liées aux produits. Et Google l'ASGE ne sera pas très bon dans la capacité à pouvoir donner un avis, un sentiment, un feedback par rapport aux produits. Et c'est là qu'on peut jouer sa carte. Et pareil, si vous avez plusieurs produits d'une même gamme, jouez le comparatif. Même si vous savez que l'ASGE va être là, il y a quand même un petit carrousel avec les contenus de référence qui peuvent faire remonter. Si si demain la SGE elle propose une réponse sur canapé d'angle convertible, vous pourrez être aussi cité dans ce fameux carrousel et devenir un peu un élément référent pour que demain cette place-là puisse vous être aussi offerte à travers cette mise en avant. Donc les affiliés qui créent des pages alternatives A sont clairement menacés par l'IA. Alors, je pense que les affiliés, leur gros défaut, mais c'est leur business model, c'est qu'ils soient beaucoup commercial, qu'il y a beaucoup de pubs, beaucoup de liens d'affiliation, etc. Je ne crois pas que l'ASGE va utiliser beaucoup ces contenus. Donc les affiliés, il va falloir qu'ils revoient peut-être un peu leur manière de créer du business par rapport à ça. Dans les études que nous on fait aux États-Unis, il y a des sites d'affiliés qui remontent, mais qui ont beaucoup baissé leur pression publicitaire. Et quelque part, SGE, il a besoin de trouver des sites un peu du type Wikipédia pour se dire, OK, ce site-là, j'ai l'impression qu'il a fait tout le tour du sujet, je peux le mettre en avant. Et en plus, il ne fait pas trop d'auto-promo. L'auto-promo, c'est ce qui peut tuer aussi votre présence dans SGE. Donc, c'est pas simple, parce que forcément... tu as envie d'être présent et tu as envie, au moment où si un jour tu es intégré dans la SGE et tu es un des liens références, tu vas vouloir bourriner en pub et faire de l'argent dessus, mais tu risques d'en sortir très très vite. Je sais pas si ça s'évoluera peut-être avec le temps, mais il y a une étude récente qui a dit que, je crois, c'est autour de 94% des liens qui sont mis dans la réponse SGE ne sont pas dans les 10 liens bleus.
Ok. Donc c'est une nouvelle chance qui s'offre aussi aux gens de pouvoir y remonter. Par contre, alors, c'est une étude d'Autoritas. Les sites qui sont positionnés dans la GE, c'est beaucoup des sites de gouvernement, de laboratoires, d'institutions publiques, de choses où c'est dur de remettre en cause. Et comme Google cherche aussi à éviter de mettre en avant de la fake news, des choses un peu, alors à la fois soit fausses ou soit très commerciales, bon, bah, tous les sites très commerciaux, typiquement comme l'affiliation, risquent de vraiment pas y ressortir, quoi. Donc il y a il y a une vraie stratégie à avoir. Peut-être qu'un site d'affilié, je ne vais pas te conseiller à vous donner, mais je pense qu'un site d'affilié doit avoir toute une partie un peu neutre et qui, pourquoi pas, amène des CTA vers des zones du site qui sont plus commerciales. Créer un vrai tunnel de conversion en fait sur ton site et créer derrière aussi de la récurrence pour que les gens reviennent, pas via Google, mais parce qu'ils aiment ton site et ce que tu racontes. Exactement. Très bien, merci beaucoup pour cette masterclass. Merci à vous. Franchement, super épisode, on a bien creusé les sujets e-commerce, IA et GE. C'est vraiment cool, une belle présentation, tu as un beau parcours, on t'en félicite, c'est impressionnant. Nous qui sommes dans le SEO arrivés un peu plus tard que toi. Pas trop. Moi j'ai quand même 27, tu vois. Tu m'as donné 35. C'est vrai, tu fais cool jeune, mais je pense que du fait que tu as fait aussi beaucoup de sport et que tu t'entretiens vraiment bien, c'est important aussi. Non, mais c'est toujours intéressant de voir ce que je voulais dire par là, c'est que tu as connu le SEO plus tôt que nous. Tu as pu expérimenter beaucoup de choses. J'ai connu la Google Dance. C'est vrai que je n'ai pas connu. Vous voyez ce que c'était ou pas? Pas du tout. C'était la mise à jour des résultats tous les 3 mois. Ok. Il fallait attendre 3 mois pour que la SERP se mette à jour et que ton title puisse apparaître. Parce que tu avais changé 3 mois auparavant. 2016. Ah oui. Non, mais c'était un truc de fou, quoi. Ah non, 2016, non, je regardais l'Euro peut-être. J'étais pas encore. J'étais en DUT. Non, j'étais en DUT. J'étais en deuxième année de DUT en 2016, ouais. J'avais peut-être 17 ans, je crois. 17 ans, alors que t'étais pas en deuxième année de DUT. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, j'avais 21 ans. J'étais précoce. J'avais 20 ans, carrément précoce. J'avais 21 ans, ouais. 2016, ouais, 2024, ouais, c'est ça. Ouais, 21. Merci à vous. C'était très cool de ce format-là, j'adore. Ouais, c'était top. Et content que c'était. J'espère que vous ferez le feedback. Avec plaisir. Non, mais un retour aussi, peut-être pour revenir et reparler de ce qu'on a pu vivre suite à ces quelques années qu'on va passer sans doute. Carrément. C'était Mathieu Chapon. Merci beaucoup pour cette pépite. Et à très vite. Et on n'a pas fini puisqu'on se retrouve dans une seconde vidéo qui sera publiée à part, comme on le dit d'habitude. Le passage sur le grill, cette fois-ci de Mathieu qui analyse le site de... Merci bien. Supraimo, je crois, un truc comme ça. Ah oui, très bien. Okay. Ouais. Super. Très bien. Merci à tous. Salut, bye bye.